Retour en plateau, mesdames et messieurs, Carrefour Politique. Merci à Irène Messouné pour la lecture de l'actualité ce matin. Nous allons recevoir nos invités, 4 personnalités importantes ce matin pour débattre sur 4 sujets, mesdames et messieurs. Et merci encore une fois de rester fidèles sur nos antennes. Nous avons un réel plaisir de recevoir ce matin monsieur Serge Kaloubi. Bienvenue à vous. Merci, bonjour Tony et bonjour aux téléspectateurs. Nous ajoutons également Nicofane Bikaï. Bienvenue, monsieur Nicofane Bikaï. Merci, estimé. Voilà, on va, et si vous rappelez que monsieur Félix Kaembe est là, et bonjour à vous, merci de recevoir l'invitation et d'accepter de venir ce matin, monsieur Félix Kaembe. Merci bien, c'est notre devoir pour répondre à toutes les questions que vous allez nous poser, aussi bien satisfaire, si vous voulez, toute la population congolaise, parce que cette population a besoin d'être éclairée dans les domaines différents. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors, nous avons reçu beaucoup d'appels concernant monsieur Steve Kimvouata, qui est là, bien sûr. Il a accepté de nous avoir prêté sa disponibilité ce matin. Monsieur Steve Kimvouata, merci de venir. Hein. On nous appelle trop pour vous. Hein. Donc, il faut inviter Steve Kimvouata. Je dis, mais bon, on fera un effort. Au moins, il a répondu ce matin. Hein. Je vous en prie et merci pour l'invitation. Alors, déjà, je commence avec vous. La première question sur l'affaire Bemba, une condamnation de trop. C'est le premier sujet à exploiter. La Cour pénale internationale est revenue d'ailleurs sur le dossier Jean-Pierre Bemba. Et c'est là pour statuer sur l'aspect subornation de témoins. Alors, vous savez que Bemba a déjà quitté cette cour, mais encore, quel effet cela vous a-t-il fait de voir la CPI encore condamner pour 1 an de prison Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins? Non, bien sûr que on n'a pas du tout apprécié, malgré que on n'a pas été parmi ces conseils au niveau de la CPI. Je pense que c'est regrettable qu'il ait été condamné à ces niveaux-là, et surtout que malheureusement dans notre pays, on a fait une confusion grave, mais malheureusement c'est la justice qui aura déjà dit le droit, pour considérer que subornation était égale à la corruption, et ça malheureusement a un effet négatif dans le sens que en assimilant la corruption ou la subornation à la corruption, ça rend le président Jean-Pierre Bemba inéligible, parce que selon la loi électorale, c'est parmi le cas d'inéligibilité, c'est-à-dire d'être condamné pour une affaire de corruption. Moi, je pense que sur le plan politique, nous devrions forcément trouver une solution pour éviter effectivement de donner l'impression que l'on voudrait toujours continuer à écarter de grandes personnalités de la gestion du pays. Je pense que nous devons finalement arriver à trouver une solution sur cette assimilation qui ne convient pas de la subornation des témoins et de la corruption. Monsieur Félix Kaembe, il y a un organe de presse, Kinshasa, a même écrit que Jean-Pierre Bemba est condamné pour une peine qu'il a déjà purgée. Alors ma question, peut-on dire qu'il y a acharnement sur Bemba? Je ne sais pas si nous pouvons dire qu'il y a un acharnement sur le sénateur Bemba. Ce qui est vrai est qu'il y a eu une tragédie qui s'est commise au niveau des Centrafrique. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba était déjà à la CPI. Il a passé 10 ans, je pense. Voilà, qu'il y a eu aussi un autre dossier, celui de la subornation des témoins. Ça a été traité, il y avait Maître Aimé Kilolo, il y avait l'honorable, j'oublie un peu son nom, Babala. Ils ont été acquittés. Et voilà, ce dossier vient encore de rebondir une fois de plus aujourd'hui. Et Jean-Pierre Bemba est condamné pour ces griefs-là. Moi, j'ai dit tout simplement, bon, on ne sait pas ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ce n'est pas un dossier congolais, c'est un dossier international au niveau de la Cour pénale internationale. Et donc, quand Steve Kimvouata a dit ici, il faut que nos autorités voient à quelle mesure où nous pouvons faire, parce que il s'agit là, hein, les Congos ou la politique, voir comment est-ce qu'il faut éviter d'écarter les adversaires d'État ou soit les politiciens. J'ai dit ce n'est pas un dossier interne, c'est un dossier
de l'extérieur. Les Congos ou les autorités congolaises actuelles n'ont rien à faire dans ces dossiers-là parce qu'ils ne peuvent même pas se mixer dans ces dossiers. Et donc, j'ai compati avec Jean-Pierre Bemba parce que c'est un fils du Congo, c'est un leader de la République démocratique du Congo, mais lorsque les droits est déjà prononcé, nous ne pouvons pas nager à contre-courant de cela, nous nous plions devant ce qui est dit, et tout simplement nous ne pouvons que l'encourager, parce que c'est un chemin de grands, c'est un chemin des militants. Nous l'encourageons et nous compatissons avec lui. D'accord. Alors, je rentre avec vous, M. Steve Kimvuata. Un coup d'œil d'ailleurs dans le droit pénal allemand, parce que j'ai pu ainsi un peu fouiller ce droit pénal qui nous a permis de découvrir que le mot équivalent de subornation en droit allemand, qui veut dire, il faut dire best chance, donc on aura toutes ces explications ce matin. Qu'est-ce que signifie corruption? Alors, ma question, pouvons-nous considérer que Jean-Pierre Bemba a corrompu de témoins, et c'était quand? Non, au fait, comme je vous dis, pour avoir de précisions sur les éléments, il faudrait nécessairement pénétrer les dossiers. Je ne l'ai pas pénétré, mais au fait, la justice a déjà rendu son verdict en assimilant la subornation à la corruption, mais généralement dans le droit pénal et dans le droit pénal spécial, l'interprétation des infractions est faite de manière stricte. C'est pas par analogie et moins encore de manière linguistique. Donc, même si vous voyez qu'il y a une assimilation en Allemagne, c'est peut-être pas le cas dans notre pays. Quand la loi électorale nous parlait de la corruption, elle nous parle de la corruption comme une infraction avec ses éléments constitutifs. Ce ne sont pas les mêmes éléments constitutifs avec l'infraction de subornation de témoins. Normalement, ça devait être cela, l'analyse stricte sur le plan juridique. Mais on a voulu faire une analyse par analogie jusqu'à assimiler la subornation de témoins à la corruption. La justice a rendu son verdict, mais moi j'estime que le plus important de notre pays, qui vit encore jusqu'à aujourd'hui dans une crise de légitimité, qui est devenue une crise multidimensionnelle, c'est de faire en sorte que tous les enfants du pays qui ont quelque chose à apporter, et surtout si le peuple, c'est lui qui choisit le meilleur d'entre nous pour gouverner à sa destinée, c'est d'éviter effectivement de cas pareils où on écarterait de la classe politique ou de la scène politique une personnalité importante. Parce que moi, j'estime qu'il y a eu un forcing dans l'interprétation de ces infractions. Rien n'est perdu. La politique tenant les droits en état, ça peut encore être corrigé. Serge Kaloubi, il y a eu un forcing, Maître Steve Kimvuata l'a dit, mais comment peut-on envisager l'issue de cette inculpation? Bemba va-t-il rentrer en prison? Et pourtant, il y a aussi l'amende de 300 000 euros. Voilà, je ne suis pas juriste comme maître, mais en tant qu'intellectuel, nous faisons simplement des gymnastiques intellectuelles. Bemba ne rentrera plus en prison parce qu'il a déjà purgé sa peine. Il est condamné. Je crois que c'est sur le plan de morale, le plan d'honneur, que le MLC a promis d'aller en appel, ou encore le juriste congolais. J'ai suivi le professeur Joly, qui a dit, ben, ok, nous prenons acte, mais nous irons en appel. C'est rien que sur le plan d'honneur pour que M. Jean-Pierre Bemba soit lavé. Je reviens. Maître Steve qui nous dit, bon voilà, on a fait de simulation par rapport au droit congolais. Bemba n'est pas condamné par rapport au droit congolais, puisque c'est la Cour pénale internationale qui a condamné Jean-Pierre Bemba. Et si on doit interroger les dictionnaires, il est vrai que chez les juristes, on ne fait pas de rapprochement linguistique ou encore de définition, mais subornation des témoins équivaut ou se rapproche à la corruption, qui voudrait tout simplement dire, je te donne 10 francs pour que tu puisses témoigner en ma faveur, alors que la réalité sur le terrain était tout autre. Donc je crois que M. Jean-Pierre Bemba était poursuivi. Et si la CENI de notre pays a eu à juger que M. Bemba ne soit pas candidat président de la République dans ce pays, c'est tout simplement parce que M. Bemba était encore poursuivi. Il y avait des dossiers en cours au niveau de la Cour pénale internationale et qu'on ne devait pas cracher sur la justice congolaise, moins encore la justice internationale. Je l'ai entendu dire, on a écarté un grand, un poids lourd. Non. Je vous dis vrai, à moins que Dieu puisse me contredire,
avant les élections, moi j'avais fait pratiquement la ronde du Congo. On aurait placé M. Bemba comme candidat. Il allait faire moins de voix que le candidat Fayoulou, l'honorable Martin Fayoulou. Du simple fait qu'il a passé 10 ans en dehors de son pays, et le MLC ne tournait plus à plein tour, à plein régime, s'il faut le dire. Et que Bemba avait perdu des sympathisants, parce que des gens, ils ont ouvert leur cœur. Mais c'est quand même une plaque tournante. Hein, mais... Si nous revenons en 2006, oui. Jusqu'en 2009. Le 10 ans qu'il a passé en détention a coûté son aura politique. Et là, il a le temps de se refaire. Vous avez vu son arrivée? Oui, Kinshasa, c'est parce qu'il y avait un ras-le-bol. Bon, on en avait marre du système en place. On devait aller prouver que nous soutenons Bemba. Ok? C'était fait. Ben, ce n'était pas le cas pour l'arrière-pays. Vous allez suivre même la réaction de la population quand il est allé s'incliner devant la députée de son père. Et au lieu de revenir par Kinshasa, tout de suite il est reparti sur Bruxelles. Et la population avait réagi. Mais lui-même était conscient qu'en repartant sur Bruxelles, et qu'ici son dossier n'allait plus tenir. Donc voilà, s'attarder sur la question de Jean-Pierre Bemba, je me dis que nous perdons notre temps. On doit projeter par contre 2023, voir comment est-ce en 2023, si Jean-Pierre Bemba se sent à l'aise, il peut revenir dans leur coalition pour faire quelque chose. Alors, merci beaucoup. Nous allons d'ailleurs changer de sujet dans quelques petites minutes. Nicofal Mikaï, encore une fois, bonjour. Combien de jours déjà il nous reste? Non, ça c'est qu'un rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1488 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 217 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 79 jours pour Mike Moukebaï au CPRK. Pourquoi ce rappel national? Je n'aimerais pas être incompris dans l'opinion. Ce rappel ne concerne pas Antoine. Ce rappel national concerne toutes les institutions politiques du Congo, c'est-à-dire, primo, le président de la République, le Parlement, les gouvernements, les assemblées provinciales et les gouverneurs. Quant aux gouvernants, nous n'aimerions plus que, une fois arrivé à la date prévue pour la tenue de nouvelles élections, qu'on dise à mon peuple qu'il n'y a pas le fonds nécessaire. D'accord. Et en plus, qu'ils n'oublient pas que non, qu'ils sont tentés de faire un mandat et non pas une carrière. Quant aux gouvernés, c'est le moment de chercher les fonds. Je n'aimerais pas qu'on entende encore le mensonge de 2006, de 2011 et de 2019. On a volé ma victoire, la vérité des unes. Et lorsque l'on vous demande des preuves, vous commencez à nous renvoyer à la Radio Vatican, Sango Balobi, Centre Carter. Cette fois-ci, ils me trouveront sur leur chemin. C'est le moment de chercher les moyens. En plus, qu'on n'achète plus encore les smartphones. On avait acheté 40 000 smartphones. Posez la question à ceux-là qui avaient acheté les 40 000 smartphones. À quoi ont-ils servi? Or, nous avions 65 000 bureaux de vote. Si on avait disponibilisé qu'un seul témoin par bureau de vote à raison de $20, on aurait dépensé 1 million de dollars. Nous allons conclure ce sujet. C'est très important. Parce que demain, on fera encore tuer mon peuple sur la base de mensonges. Je n'aimerais plus encore cela. D'accord. Concernant les dossiers Bemba, dans une condamnation de trop? Ce n'est pas une condamnation de trop. Le deuxième juge n'a fait que confirmer l'œuvre du premier juge. Mais mentez, il en restera quelque chose. Lorsque vous évoluez que sur base de mensonges, ça vous rattrape toujours. On fait vers quoi mon peuple que c'est la justice congolaise, les autorités congolaises. En son temps, les autorités du Congo avaient demandé à ce que Jean-Pierre puisse retourner. C'est lui qui posait les conditionnalités pour retourner au Congo. À ma qualité de l'homme du retour à la vérité, il faudrait que la vérité soit retournée à mon peuple. En plus, la subornation. Chez nous, la subornation n'est pas clairement définie. Mais la RDC, en tant que signataire du traité des Nations Unies sur la corruption, et le traité, la charte de l'Union africaine sur la corruption, qui, dans les deux textes, la subornation des témoins est une forme de corruption. Nous sommes en droit. Nous ne sommes pas en sociologie, nous sommes en droit. C'est pour vous dire qu'il faut qu'à un moment, qu'on arrive au moins à restituer la vérité au souverain primaire. On dit
que Maître dit que non, on a cherché à écarter. Qui a écarté? Mais nous, vous tous ici, vous avez fait tuer mon peuple ici pour l'état des droits. Mais l'état des droits quid? C'est le respect des textes internationaux, la Constitution et des lois de la République. Est-ce sa condamnation? Est-elle à l'avenant des chartes de l'Union africaine, de la charte des Nations Unies et des statuts de Rome ou pas? Si c'est conforme, pourquoi nous devons continuer à épiloguer? Alors, et en plus, s'il te plaît, je vous avais promis ici qu'il faudrait qu'on arrive au moins à assainir les plateaux. Lorsque nous on se déplace sous la pluie comme ça, c'est pour que mon peuple retienne quelque chose. Je vous avais promis les reçus. Malheureusement. Tout à fait. Je n'ai pas voulu produire les copies. J'ai produit les originaux. Pour qu'on ne conteste pas l'authenticité. Mais je vous demanderai de ne pas lire les noms des concernés. Les pièces sont là en original. Ok. Voilà, on aura le temps. Hein, c'est très important. Nous avons un autre sujet vers la fin de cette tranche. On aura le temps de lire, mais je suis en train de lire sans les concernés, 15 $, $200, c'est ça? Ça vient d'où? Est-ce qu'on peut aussi vérifier? C'est un collège de la place. Bon, je peux vous remettre ça. Hein. En attendant, vous allez essayer... Dispensez seulement les noms. Lisez les autres en intégralité. Je rappelle que c'est le débat de la semaine dernière. Hein, on va pas lisez l'intégralité. Revenir à ça. On attendait quand même le reçu sur le plateau. Se fait. Merci beaucoup. Alors, en conclusion, quand même, de ces dossiers Bemba, on va revenir. Hein. Le dossier Bemba, maître, vous avez quand même un mot pour conclure. On va changer de sujet très rapidement. En fait, comme je dis que normalement, hein, ici je ne dis pas qu'il a été condamné par la justice congolaise, c'est la justice congolaise qui a plutôt fait la simulation entre la subordination de témoins et la corruption. Bemba n'est pas poursuivi par la justice congolaise. C'est ce qui a fait que conformément à l'article 10 de la loi électorale, qu'il soit écarté ou interdit de pouvoir postuler. Oui ou non, le candidat Bemba à son temps, aujourd'hui M. Bemba était poursuivi pour ce grief au niveau de la Cour pénale internationale. Je suis d'accord, c'est tout à fait normal que la CENI congolaise, qui se veut être crédible, qui puisse protéger. Non, la CENI a pensé se conformer à l'article 10 de la loi électorale, mais moi j'estime qu'effectivement que cette question peut trouver solution sur le plan politique. Pourquoi on doit tout résoudre en politique alors qu'on doit dire le droit parce qu'il y a des droits. Parce qu'en matière de débat de droit, en matière de débat de droit, s'il y avait entorse, vous en tant que juriste, à son temps, vous auriez dû déjà poursuivre la CENI pour dire vous ne devez pas le carter. Non, ça a été fait. En fait, c'est la justice qui a dit les droits en dernier ressort, c'est pas la CENI. Je suis d'accord, parce que c'est allé au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais je ne voudrais pas effectivement continuer à faire un débat sur une question qui a déjà trouvé, pour laquelle la justice a déjà rendu son verdict. C'est ainsi que, pour ne pas en débattre sur le plan juridique, j'estime que sur le plan politique, d'accord, on va très rapidement juste un petit élément pour dire, Maître Steve ne doit pas oublier que nous sommes signataires de l'accord de la CPI. Puisque la CPI a déjà dit les droits pour ce qui est de la question de Jean-Pierre Bemba, nous, la République démocratique du Congo, ne pouvons pas nager à contre-courant par rapport à ce que... Je n'ai pas dit ça. Ici, on parle de l'éligibilité, on ne parle pas de sa condamnation à la subordination de témoins. Alors, ça serait rien que nous puissions dédouaner la République démocratique du Congo. C'est pas la CPI qui vous dit dédouanions la République démocratique du Congo dans les dossiers Bemba. D'accord. Alors, on va une question de détail. Là où on sème le mensonge, c'est à quel niveau? On ne veut pas qu'on fasse comprendre à mon peuple que la subordination est égale à la corruption. Si vous lisez le traité des Nations Unies sur la corruption et le traité de l'Union africaine sur la corruption, qui définissent clairement la subordination qui est considérée comme une autre forme de corruption. La RDC étant signataire de ces textes, nous ne devons que nous incliner. État des droits. C'est une question morale qui pousse à une personne de dire les contre-vérités. Michel-Ange, on retrouve le deuxième sujet très rapidement, inondation à Kinshasa. Quelles mesures prendre? Donc, et nous commençons déjà, puisque en RDC, Serge Kaloubi, en RDC, selon vous, comment faut-il
gérer le cas des habitations construites en zone inondable? Non. Zone inondable, ça le devient. Au départ, ce ne sont pas des zones inondables. Pour quelle raison? Nous sommes à Kinshasa, nous rentrons 10 ans, 12 ans en arrière. Ok? On respectait encore les normes urbanistiques. Chacun construisait là où il le faut. Et que le cadastre, le service d'habitat, décernait des autorisations en bonne et due forme. Il y a des ingénieurs qui descendent sur terrain pour mener des études. Mais depuis un temps, il y a eu des dirigeants qui sont passés à la tête de ces ministères-là, et au niveau de structures spécialisées, on a embauché des neveux, des cousins, des trucs, en abandonnant des ingénieurs formés, qui peuvent bien faire le travail, et du coup, ce quoi? Un monsieur se réveille un bon matin, il s'est dit, bon, je suis, je ne sais moi, élu du peuple, je ne suis mon officier, c'est ci, c'est là, c'est de XY service, il vient construire sur le caniveau. La suite, c'est quoi? Quand l'eau arrive, l'eau est butée à l'obstacle, et l'eau contourne. Quand ça contourne, ça trouve l'espace faible et ça crée des inondations. Deuxième point, on a connu des gouverneurs ici, on a connu des dirigeants. Kinshasa, on n'avait plus la politique de curage de caniveau. Non. Et nous, population, nous avons transformé le caniveau en décharge de nos déchets. C'est quoi la suite? Ça se remplit. Quand l'eau arrive, l'eau reste au-dessus et l'eau se déverse sur la chaussée et il y a des inondations. On a moderniser le boulevard, ce qui était tout à fait normal. Nous sommes en 2009, nous basculons vers 2010. 50 ans après, on ne devait pas garder le même boulevard que les Belges et les autres nous ont laissé. Nous lançons la modernisation, nous prenons des étrangers pour venir exécuter. Mais on devait par contre recruter la main-d'œuvre congolaise, prendre des experts congolais pour venir mener des études et dire à ces gens-là, messieurs, ça, c'est notre connecteur conduite d'eau. Ça récupère l'eau de tel axe vers tel axe. Vous ne devez pas boucher. Mais on avait mis de côté nos frères de cadastre et toute la ville de Kinshasa. Résultat, le centre-ville, inondation. Voilà, on doit avoir une bonne politique d'assainissement. On a lancé Kinbopeto, ok, je suis tout à fait d'accord depuis le 19. Mais c'est quoi le résultat? On cure le caniveau et on laisse les déchets où? Juste à côté. Hier, Dame la pluie est au rendez-vous. Lingwala, inondé. Bandalungwa, inondé. Boulevard, inondé. Pourquoi? Vous avez sorti... On n'est pas à temps de la fin, puisque nous sommes juste au début. Il n'y a pas question de fin, Tony. C'est que quand vous sortez la saleté, évacuez cette saleté-là, ça va éviter le retour à l'endroit. Parce que quand vous laissez à côté, la pluie tombe, la saleté revient. Et ça va de nouveau boucher. C'est-à-dire, nous faisons du surplace et on va continuer à bouffer l'argent des contribuables congolais. Donc, on doit changer de politique d'assainissement. Nicofane Bikaï, dans ces situations où la responsabilité des autorités est exigée d'ailleurs, dans certains pays, on aurait délocalisé tous les habitants de sites inondables. Alors, enfin d'ailleurs de les réinstaller officiellement ailleurs. Cela est-il faisable dans ces pays? Je m'inscris partiellement en faux parce que au moment où nous tenons ce propos, vous voyez ce qui se passe en France, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis et dans tous les autres pays développés ou industrialisés. Les inondations sont une évidence. Elles ne peuvent qu'arriver. Mais il faut aussi maintenant voir les degrés. Chez nous, la ville de Kinshasa, lorsqu'elle avait été construite, c'était pour une population estimée à plus ou moins 400 000 habitants. Mais à ce jour, nous en sommes à plus de 10 ou 12 millions d'habitants. Et il se pose aussi un problème sérieux dans les nouveaux lotissements. Vous voyez, tous les quartiers que nous-mêmes Congolais avons lotis, il n'y a presque pas de conduite d'eau. Il y a de belles maisons, mais où vont toutes ces eaux de pluie que nos tôles déversent sur les voies publiques? Il n'y a pas de voie d'évacuation. Deuxième point, même là où on a cherché un peu à construire des caniveaux, mais ils sont de quelle dimension? Ils sont de quelle dimension? Vois une artère comme boulevard 30 juin, boulevard Lumumba. Ils ont quelle terrasse? De quelle dimension? Il faudrait que le caniveau ait aussi la capacité nécessaire pour accueillir les eaux déversées par les
les artères. Mais vous trouvez un grand boulevard de 8 bandes, mais avec un caniveau de moins d'1 mètre. Non, non, non. Non. Pour s'agissant du boulevard du 30 juin, on a respecté. C'est en profondeur 2 mètres et en largeur, ça fait 1 mètre. Faux et archi faux. Vous avez l'habitude d'insulter l'homme blanc. A contrario, les collecteurs légués par l'homme blanc respectaient les normes et étaient même à une profondeur nécessaire. Mais vous vous en doutez. Allez sauter ici. Est-ce que le terrassé avoisinant le boulevard 30 juin respecte ces normes-là? Je ne pense pas. Allez au rond-point, allez au niveau de Royal. Vous allez me dire que non, les terrassés que moi je vois là-bas ont une profondeur de 2 mètres et ont une largeur de 2 mètres. Je peux vous informer parce que je suis parmi les victimes qui ont connu des accidents à cet endroit-là. Moi je mesure 1m95. Tony, pouvez-vous quand même me sécuriser? Je suis la sécurité. D'accord. On m'agresse, non? Alors allez-y, Nico. On m'agresse sur votre plateau. La parole. Allez-y. Alors, qu'est-ce que je disais? Je n'impute pas totalement tort à l'État. Les gouvernés ont une part de responsabilité, mais néanmoins, la plus grande responsabilité relève aussi à la part de l'État. Voyez par exemple, tous les lits de rivières, en son temps, Kinshasa n'avait pas cette population. Si vous prenez par exemple la rivière Kalamu, la rivière Yolo, les lits de ces rivières-là, en leur temps, ça convenait par rapport au nombre de la population. Mais avec cette augmentation vertigineuse de la population, il faudrait aussi que le rythme de ces lits-là suive aussi le rythme de la population. Ça n'a pas suivi. Pas du tout. Et pour cela, non. Allez-y, je m'en vais vous donner un cas de figure. Je vous parle de ce qui s'est fait. Oui. La rivière Kalamu, lorsqu'on avait construit le stade Tata Raphaël, n'avait pas ces lits-là. Lorsque le président Mobutu, en son temps, lorsqu'il s'est agi de réhabiliter le stade Tata Raphaël pour l'organisation du combat Ali Foreman, les lits de ces rivières-là avaient été détournés et puis agrandis. C'est-à-dire, il ne faudrait pas contester pour contester. Je ne dis pas que non, on peut suivre le rythme total des événements, mais néanmoins, on peut quand même faire quelque chose en suivant ces rythmes-là. Mais les inondations sont une évidence. On entend parler, Nicofal, qui dit la responsabilité qui revient au gouvernement, à l'État, bien sûr. Est-ce que il y a une question? Est-ce que il faut savoir d'abord, alors, qui est cette autorité qui vend à tout moment des lopas de terre, de concessions également? Est-il permis également que des enquêtes soient menées à ces niveaux-là? Moi, je pense que quand on parle de la responsabilité de l'État, c'est un peu trop général parce que, effectivement, moi je dirais aussi c'est la responsabilité de tout un peuple parce que malheureusement dans nos débats politiques, on ne parle pas de l'urbanisation qui veut dire comment nous vivons et comment allons-nous vivre demain. On est encore loin de ces débats. Moi je voudrais d'abord qu'on lance la responsabilité à tous ceux qui passent comme ministre de l'urbanisme et habitat. Parce que moi, il y a l'un d'entre eux que je voyais toujours quand il passait à la télé faire des déclarations politiques, mais il parlait jamais de son secteur. Et des fois, ça ne nous choquait pas comme peuple que de voir un pays non urbanisé et le ministre de l'urbanisme et habitat ne parle pas de son secteur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Moi, ça m'a toujours choqué de le voir passer à la télé, parler beaucoup plus politique. Il ne parlait pas de son secteur. Dans le sens de la polémique. Et toujours, pour parler du ministre de l'urbanisme et habitat, j'ai comme l'impression que la plupart des ministres qui passent dans ces secteurs, ils sont plus focalisés dans l'habitat. L'habitat, c'est quoi? C'est la gestion de maisons privées de l'État. Parce que, entre autres, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a comme attribution de gérer ces maisons. Et il s'arrange pour donner telle maison à telle autre personne et probablement, il y aurait de rétrocommissions derrière. Bien parce sûr que malheureusement. Donc, on voit toujours l'aspect argent dans la gestion de l'État, c'est ainsi qu'on perd l'essentiel. Et pour aller vers l'autre question qui a été abordée par mon frère, l'histoire de l'autorisation de bâtir, encore une fois de plus, on l'appelle comme étant le pétrole dans ces secteurs. C'est-à-dire, ça devient comme un impôt, une source de recette. Pourtant, c'est une taxe. Une taxe voudrait dire que l'État doit donner une contrepartie. Et sa contrepartie sont les études que l'État fait
avant de vous accorder l'autorisation de construire ou de bâtir sur ces terrains-là. Malheureusement, ça ne se fait pas. Mais je pense que pour parler actualité, ça repose encore la question du fameux programme de 100 jours. On a pensé qu'on pouvait bâtir le Congo dans 100 jours. Malheureusement, la même construction de route, la même route de l'université qui aurait été réhabilitée connaît le même problème. Ça démontre que des fois, lorsqu'on ment un peuple un jour, on ne peut pas mentir le même peuple chaque jour. Donc finalement, ils sont rattrapés par cette histoire, ce qui démontre qu'un pays comme la RDC, ça ne se gère pas avec le cadiocha, avec de promesses démagogiques, avec de politiques publiques mal conçues. Monsieur Pelikaïm, on va finir avec ce sujet. Alors, quelles mesures prendre? Vous avez la parole. Ok, merci. J'interviens d'abord par rapport à ce que Steve vient de dire, au programme de 100 jours. Je pense que les pays ne pouvaient pas rester comme ça, sans qu'il y ait des actions. Vous allez voir, le programme de 100 jours, on y a apporté beaucoup de choses, des avenirs et autres. Et donc, il y a quelque chose qui reste à l'actif des 100 jours. Par rapport à ces problèmes, j'ai rejoint Steve qui dit il faut que les ministres qui passent dans ce ministère puissent comprendre d'abord son rôle primordial. C'est celui, bien entendu, de faire en sorte que les gens puissent vivre dans un environnement acceptable, viviable, si vous voulez. Vous imaginez cette question, ça fait la nuit des temps que nous sommes en train de débattre sur ça. À chaque fois qu'il y a pluie, nous pleurons les nôtres. Il y a des morts, il y a des inondations, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que l'État congolais, plus particulièrement les ministres de l'Habitat, pensent faire pour appliquer une politique à ce que nous puissions trouver une solution? Je pense même que c'est un ministère qui doit avoir beaucoup de financement pour que l'on puisse répondre à cette question qui endeuille pas mal de familles. Mais aussi, il faut dire, la ville-province de Kinshasa a été construite pour recevoir un nombre limité de gens. Mais aujourd'hui, avec cet exode rural, ça fait assez que nous puissions être surpeuplés sur cette ville de Kinshasa, où on ne sait plus vivre. Vous allez trouver dans une parcelle, on est au-delà de 10 personnes, 10 familles, 15 familles, et les gens vivent dans ces conditions-là, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais je réitère encore sur ces plateaux pour que l'on puisse avoir une nouvelle politique. Comment délocaliser même le centre-ville? Puisque nous tous, nous sommes concentrés ici, c'est comme si la vie était à Gombe, Limete, Lingola, je ne sais pas la commune de Kinshasa. Mais si vous allez du côté Maluku, du côté Nsele, Menkao, du côté Bakongo, vous allez voir qu'il y a les espaces verts et inoccupés. Alors restons à Kinshasa. Pourquoi vous nous amenez au Congo central, ici vers Kinkole et Nsele? J'ai la parole, s'il vous plaît. Non, je veux bien, parce que là, vous nous amenez loin, vers Kinkole et Nsele. Si on arrive à nous construire des logements sociaux qui ne nous coûteront pas par maison 2500 $, ou encore 150 000 $, on arrivera à avoir où habiter. On construit, on met ça en location. Prenons à 160 000 francs congolais les loyers. Les Kinois partiront de ce côté, ils iront vers mais malheureusement, dans l'entretemps, Sélé aussi, et même Maluku, est en train d'être habité et mal habité. C'est-à-dire, l'urbanisme devait précéder. Mais malheureusement, même là-bas, on construit mal. Mais comme il n'y a pas encore un grand nombre de gens, il y a moyen que l'État puisse prendre ses responsabilités. Tout celui qui a bâti sa petite maison du côté Maluku, n'ayant pas les documents de l'État, que tous ces gens soient délogés et que l'on puisse appliquer la bonne politique pour le dossier ne se pose pas au niveau des documents. Les problèmes se posent. Vous avez vendu. Mais qu'est-ce que l'État a prévu pour les eaux qui quittent toutes ces parcelles-là? Où est-ce que vous les dirigez? En trace de route, où est-ce que vous les dirigez? L'espace pour tracer de caniveaux. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a un système d'évacuation d'eau consistant? Il n'y en a pas. Non, vous savez qu'on ne peut pas résoudre un problème. Il y a beaucoup à dire. Hein. Lorsque ce même problème s'est posé ici. Si nous décrions aujourd'hui la ville province de Kinshasa, qui est mal construite, il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas les endroits qui font que lorsqu'il y a pluie, que cela soit bien canalisé. Et donc, quand je parle de Maluku, il faut qu'il y ait maintenant une bonne politique pour mettre tous les moyens possibles. La bonne politique, elle émane de qui? J'aimerais bien que nous la bonne politique, elle émane de qui? Kinshasa au départ, émane de l'État. Mais alors, elle était bien construite, mais il y a eu déviation de normes urbanistiques avec de responsables qui sont passés, qui sont succédés à la tête de ce ministère-là. On ne contrôlait plus rien, on voulait s'enrichir. On voulait illégalement désaffecter les maisons de l'État qui doivent rapporter de l'argent à l'État congolais pour faire plaisir à de X, Y personnes pour des intérêts purement
politique. Donc, on doit enlever le sentiment politique dans la gestion publique de l'État. Quand je sais que je gère pour l'avenir. Je gère pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour les petits-enfants de mes enfants. Ah, c'est là que je dis qu'il faut qu'il y ait des sanctions positives et négatives. Que celui qui ne gère pas bien puisse être sanctionné. Nous changeons de sujet avec vous directement, Monsieur Félix Kaimbe. On va parler maintenant de la retraite du FCC à Kisantu. Alors, que retenir? La première question déjà, Monsieur Félix Kaimbe. Quand vous avez entendu que le FCC se retire quelque part en retraite, quelle première idée vous est venue en tête? Bon, plus personnellement, moi, Félix Kaimbe, je n'ai rien pensé à cette histoire parce que la retraite de l'FCC, je me dis, l'FCC, c'est un fait privé. Ils ont droit à se retirer, ils ont droit à faire tout ce qu'ils veulent, mais que cela ne puisse pas faire tomber la République. Ils sont là, ils peuvent nager à contre-courant de ce qui s'est passé lors de la présidentielle où ils ont perdu. Ils doivent évaluer tout ce qu'ils ont eu à faire pendant ces temps-là. Ils doivent rectifier les tirs. Et moi, ça ne me dit rien. Mais je suis content du fait que dans leur communiqué, ils ont dit ils s'en tiennent encore à la coalition entre FCC et CASH. Ils sont là pour soutenir encore la vision du chef de l'État parce que nous sommes en coalition. C'est ce qui est plus important pour moi. Mais d'autres soubresauts politiques et des politiciens, ça m'importe peu. Je profite aussi de l'occasion pour dire, hier, dimanche, nous étions à Kasangoulou avec le secrétaire général Augustin Kabouya de l'IDPS. Nous sommes partis voir notre base, nous sommes partis redynamiser la base. Et moi, en ce que j'ai vu, ce qui s'est passé à Kasangoulou, je salue le secrétaire général Augustin Kabouya, nous avions prêché l'amour. Nous avions prêché l'amour. Vous allez voir les images. Le CG a amené la Bible pour dire, moi je vous apporte la parole de Dieu, je ne viens pas en hyperkit, je ne viens pas en tenue de karatéka ou voilà. Et donc, droguer la population de nouveau. Nous sommes allés prêcher l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé à Kisantu? Ça ne m'importe pas, je ne suis pas de l'FCC, mais moi je dis tout simplement ce qui s'est passé à Kasangoulou. Non, mais c'est grave comme déclaration, monsieur. Vous êtes dans un mariage, cash FCC. Quand vous dites que vous n'êtes pas de l'FCC, vous ne considérez pas votre partenaire politique. C'est votre partenaire politique de taille avec qui vous devez toujours entretenir de relations de respect pour que nous n'ayons plus de casse dans la rue. Il ne faut pas dire que je ne les considère pas parce que lorsqu'il y a une réunion de l'FCC, nous les gens du cash ne pouvons pas nous retrouver dans cette réunion-là. Ça doit vous intéresser parce que cela engage la coalition. Il y a un problème entre cette alliance, il n'y a pas cette coalition entre FCC et cash. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Pourquoi? Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'autorité, chef de l'État, merci, et l'autorité morale de l'FCC, ils sont tout le temps en communication, les relations est au beau fixe. Alors vous leur lieutenant, arrêtez de tiraillement comme deux femmes qui sont mariées à un homme et chacun veut tirer la gloire. Il n'y a pas un problème, je t'ai dit, il n'y a pas un problème. Vous le lieutenant, harmonisez vos relations. Le lieutenant, harmonisez vos relations pour que nous n'ayons plus les militants XY dans la rue, mais nous devons converger les idées pour le développement de cette coalition. Nous devons comme un intégral de la République démocratique du Congo. Nos relations sont bonnes. Nous devons évoluer. Nonobstant les soubresauts des politiciens, là, ça ne nous engage pas. Politicien, effectivement. Alors, Maître Steve, quand vous avez appris que cette retraite du FCC vise, entre autres, la restitution de cette plateforme par rapport, on va parler du parcours politique actuel, tout en affichant de volonté de pouvoir d'ici l'an 2023. Alors, quelle attitude avez-vous adoptée? Non, premièrement, je pense que le peuple aura constaté que la coalition FCC-CASH, c'est un marché des dupes et que ça ne peut malheureusement rien apporter au peuple congolais. Vous avez vu l'attitude des uns et des autres, produits de cette coalition. C'est malheureux, le peuple ne mérite pas ça et la RDC aurait mérité mieux. Vous sentez qu'avec toutes ces inondations, avec ces dollars qui grimpent, ils sont dans la chamaillerie permanente. C'est tout à fait normal parce que cette coalition n'a pas été bâtie sur l'onction populaire. C'est quelque chose qui s'est fait par un deal. Maître Steve, votre candidat, même si on lui donnait la présidence aujourd'hui, il ne va rien changer au Congo. Ça veut dire que ce qui vous choque, c'est du fait que
regroupements, enfin, deux Congolais se sont mis d'accord pour sauver l'avenir du pays. Alors que vous avez l'intention de conduire le pays dans un chaos sans précédent. Si sauver le pays veut dire $1 doit grimper à 1700 francs. Faisons des gymnastiques économiques, vous allez comprendre que c'est normal. Nous tendons vers la fin de l'année et ce sont des gymnastiques habituelles. Si sauver le pays, c'est tous ces massacres de Béni. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ben oui, donc c'est la continuité. J'ai dit que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que non. Parmi vos associés, vos sociétés avoir l'élégance de me laisser parler. Si vous devez avoir la parole juste après Maître Steve, le peuple comprend que aujourd'hui la crise qui devient multidimensionnelle, c'est la conséquence effectivement de ces deals. Mais maintenant parlons du FCC. Moi personnellement, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas qu'une organisation politique puisse faire sa retraite, se refaire une santé et s'organiser et même organiser des stratégies pour l'avenir. Ça ne me dérangerait pas. Moi, ce qui me dérange, c'est le système installé par le FCC. Parce que nos partis politiques, leur fonctionnement à l'interne, c'est au fait à l'image de ce qu'ils veulent faire du pays. En réalité, nos amis du FCC veulent installer une dictature. Lorsque vous analysez leurs différents documents internes, d'abord les statuts du PPRD, ça fait de Joseph Kabila le propriétaire du PPRD. Mais le PPRD n'est pas il est le Congrès. Je vais en venir. Et l'élégance de me laisser argumenter, ne soyez pas mal à l'aise quand même. Je ne suis pas mal à l'aise. En fait, le problème, c'est ça. Le fonctionnement interne est à l'image de ce que vous voulez produire dans l'État. Vous commencez par le PPRD. On fait de Joseph Kabila le propriétaire du parti. Il n'a même pas besoin d'être élu par le Congrès. Parce qu'on considère que c'est l'initiateur qui doit désigner le vice-président du bureau politique, qui est le vice-président du parti. Et quand le président n'est pas là, c'est lui le président. Donc que Joseph Kabila soit élu ou pas comme président du PPRD, c'est de lui, il est de facto le propriétaire du PPRD. Et allant au FCC, c'est la même chose, c'est même pire. Il est l'ayatollah, il est au-dessus de tout le monde. C'est sa parole qui est parole d'évangile. Si vous ramenez ce système de fonctionnement du PPRD et du FCC à l'État congolais, on fait de Joseph Kabila un dictateur. C'est ainsi que là-bas, on ne penserait pas à un autre candidat en dehors de Joseph Kabila ou en dehors de celui qui l'aura choisi. Donc cette dictature, en miniature, vous le ramenez à l'État, ça casse le pays. Et peut-être malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec le deal. Et c'est ce que nous devons condamner. Nous voulons qu'il y ait de formation politique réellement démocratique. Vous savez, en France, Jacques Chirac, quand le mandat n'était pas encore interdit, il est limité, il a voulu postuler pour un 3e mandat. Mais déjà au sein de la droite, Nicolas Sarkozy était propulsé. Il ne pouvait plus postuler pour un 3e mandat malgré que c'était constitutionnel parce que il y avait alternance au sein du parti. Mais le système instauré par le PPRD et le FCC ne créera jamais l'alternance. Et c'est ce que nous devons dénoncer. Donc cette retraite politique, c'est à la gloire d'un homme. Or, nous devons, pour faire avancer notre pays, donner beaucoup plus gloire aux idées. Et s'il y a une personne qui est choisie par le Congrès, que ce soit réellement celui qui exprime ses idées, que l'on trouve meilleures pour la formation politique et même pour le pays. Nous allons finir avec ce sujet bientôt. Alors Serge Kaloubi, en écoutant les propos de Maître Steve, cette retraite de qui sent tout, c'est comme si ça ne concerne que le Front commun pour le Congo FCC et non le bloc FCC cash. Alors, à vos yeux... Et ça concerne que Joseph Kabila et son avenir. Non. Y a-t-il de raison pour que notre plateforme le cache ait peur de ses assises? La retraite concernait le FCC. Parce qu'à l'interne, le FCC regroupe un certain nombre de partis politiques. Il y a des leaders qui ont de base la population derrière. Okay? Ils se sont retrouvés pour examiner à l'interne qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Le pourquoi de l'échec d'Emmanuel Ramazani Shadari aux élections. Et par la suite, bon, ok, le gouvernement, il y a le Parlement, c'est bon. Mais nous avons des alliés qui n'ont pas de députés. Est-ce que nous devons écarter ces gens-là de la gestion alors qu'ils ont de têtes qui peuvent nous donner pour l'amélioration? Et s'il faudrait retourner, il faut lire la charte du FCC. Ça disait quoi? Le parti signateur, ok, se transforme en pépinière de la machine. Et c'est comme ça que le FCC puise au sein de partis comme
sepulvé. Nonobstant le comportement que je continue à condamner de AFDCA, hein, qu'on veut dédoubler et tout, ben, ils étaient là pour réfléchir. Vous l'avez déjà fait, hein. C'est déjà dédoublé. Je dis que je condamnais. Oui. Sur le plan juridique, ce n'est pas encore fait. Parce qu'on ne peut pas avoir deux AFDCA. Ce n'est que sur le plan politique que toi tu soutiens qu'on doit résoudre un certain nombre de choses de manière politique. Alors, je reviens. Ils devaient se remettre en question. Et ils l'ont fait. Ils ont bénéficié de la visite de l'autorité morale. C'est comme ça qu'on l'appelle le sénateur Joseph Kabila, qui de droit pouvait bien se retrouver là quand il veut, s'il veut, comme il le veut, puisque c'est sa formation, sa plateforme, c'est lui le leader. Et il n'a qu'à pousser à soutenir ce poulain. Je ne vois pas du mal. Parler de la dictature, je m'inscris en faux, parce que, écoutez, la discipline doit nous caractériser. Okay? Si nous ne sommes pas disciplinés, si nous ne respectons pas le mot d'ordre, ça voudrait dire qu'il y a mot d'ordre. Est-ce que dans une démocratie, il y a de mots d'ordre? Bien sûr. Où on arrive à trouver une synthèse entre différentes idées. Écoutez, c'est ça le problème. Le mot d'ordre passe, vous avez un schéma dictatorial, comme je vous l'ai dit. Forcément. Non, okay. Parce que hier, le mot d'ordre, ça vient de l'autorité morale, votre maître que vous soutenez aujourd'hui. Vous parlez de quel maître? La personne que vous soutenez. Vous parlez au nom de qui? Le maître, c'est pas un concept. Vous parlez au nom de qui? Je n'ai pas de Votre maître hier, il était là. Si vous parlez de leader, je peux accepter. Le jour où on a fait comprendre que donc, monsieur, on devait, non pas mentor, je parle de son maître. Alors, le jour où il ne devait plus être là, il a changé de camp, il se fait passer pour un donneur de leçons qu'il n'a pas su appliquer. Donc, pendant qu'il était c'est peut-être un débat. Pendant qu'il était aux affaires. Vous savez l'annulation de la dette extérieure. Et aujourd'hui, vous savez la stabilisation de la monnaie, c'est quoi? Des donneurs de leçons pour vouloir déstabiliser l'intérêt supérieur de la population. Très rapidement. Aucun impact. C'est le pouvoir d'achat que vous faites perdre aujourd'hui. C'est que nous, on a maintenant. Aucun impact parce que je me souviens quand M. Moussito était là, il n'a pas fait quelque chose de grand. Je pense que, ou du moins, il ne veut pas comprendre. Quand vous avez quelqu'un qui, avec 90 000 francs, c'était $100, et qu'aujourd'hui, avec vous, c'est $50, si vous dites qu'il n'y a pas de différence, alors je ne comprends pas. Alors vous ne maîtrisez peut-être que le droit, pas l'économie. J'aimerais aussi bénéficier des mêmes timings comme les amis. Allez-y, mais nous sommes... Non, ne me pressez pas. Nous arrivons à la fin de cette émission, allez-y. Vous vous arrangez pour que mon peuple ne soit pas éclairé. Nous avons un autre sujet à l'est du pays. Bon, allez-y. J'entends toujours ce débat. Est-ce qu'il pouvait avoir débat à ce stade? Le fait qu'un regroupement politique s'est résolu de faire une évaluation, c'est normal. Moi, je me pose la question. Pourquoi, à chaque fois, il y a toujours des camps qui ne se contentent que des insultes et qu'au finish, il n'y a pas de résultats escomptés? Lorsqu'il s'agissait de préparer les élections, ils étaient tout le temps dans les insultes. Toujours sur le boulevard. Machine à voler, machine à tricher. Entre-temps, on vous dit, le FCC se prépare, c'est pas pour les élections. Non, il n'y aura même pas d'élection. Et aujourd'hui, vous trouvez un président de la République avec aucun sénateur. Mais les gens s'en félicitent. Ils disent que non, nous sommes mieux organisés, nous sommes mieux implantés. Vous trouvez au Parlement, à l'Assemblée nationale, ceux-là qui bombent le torse, mais avec moins de 50 députés, ils font que s'enorgueillir. Écoutez, posez la question aux gens de Lamouka. Sous le règne de Katumbi Moïse, Lamouka a organisé combien de réunions? Cash. Depuis qu'ils sont là, ils ont organisé combien de réunions? Cash comme ça, cash d'un côté, l'UNC d'un côté, l'UDPS de l'autre côté. Et leurs partenaires. Et leurs partenaires. Combien de réunions? Et je leur ai demandé à mon estimé, mon peuple m'a dit, prédicateur national, Liziba Mayele, depuis que nous avons acheté le carte de membre à $5, jusque-là, nous n'avons jamais reçu la carte. Ça ne fait pas de moi. Demandez au secrétaire général, qui est un ami, mais depuis qu'ils ont acheté la carte à $5, aucun membre n'a reçu la carte. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? $5 par carte. Mais pourquoi dans d'autres mots qu'on insulte, vous payez la carte aujourd'hui, dans moins d'une semaine, ils ont la carte? Je comprends tout simplement ça ne vient pas de moi. Par rapport à ça ne vient pas de moi.
C'est mon peuple qui m'a demandé de vous poser cette question. Si tu veux revenir, nous t'attendons. Nous arrivons à la fin. S'il vous plaît. Je sais que cette fin-là, si tu veux revenir, reviens et nous allons encore t'accueillir. C'est un débat. Mais il n'y a pas de débat. Tu reviens, on va t'accueillir. La démocratique. S'il y a un regroupement politique qui estime de tenir des réunions, d'évaluer, écoutez, ça va de soi. En quoi cela générait ceux-là qui n'organisent rien? Katumbi, combien de réunions? Jean-Pierre Bemba, qui refuse même de passer la remise de reprise. Et savez-vous que Jean-Pierre Bemba refuse? Vous avez entendu ça? S'il vous plaît, c'est le report. Écoutez, et savez-vous qu'il y a eu combien de réformes? C'est la fin. Non, je dois pour cela. Écoutez, pourquoi cela? Aucune manifestation. Mais on s'est dit, écoutez, peuple congolais. Je dois apporter la bonne information parce que vous dites quelque chose de grave sur la Mouka. Je suis membre de la cellule politique. Quelle la Mouka? Je peux pas faire passer ça. Maison-mère ou bien la Mouka de CBG? Une seule plateforme politique, la Mouka. La cellule politique, BCBG ou bien Maison-mère? La cellule politique a travaillé et a transmis le dossier au coordonnateur. Malheureusement, vu le petit problème technique que nous avons eu ce matin, nous ne pouvons pas donc continuer ces tranches. Oui, mais je dois corriger d'abord. Donc, il y a report. Report ne veut pas dire que le coordonnateur sortant refuse de faire la remise et reprise. La remise et réunion organisée va se faire. Les leaders sont en train de discuter. Sous Jean-Pierre, aucune réunion organisée. Mais on se contente que les insultes. Il y a des organisateurs qui me sortent la fin. Je demande 30 secondes. Caractérisons notre gestion de l'État congolais par l'amour. L'amour du prochain, l'amour du peuple, l'amour de bien faire les choses, et le Congo ira de l'avant. L'amour de la République. Délocalisons le débat sur des individus. Amenons les débats. Il n'y a pas de dépersonnaliser le PPRD et le FCC. C'est que nous devons savoir. Il n'y a plus d'autorité morale. Il faut venir de l'autre côté. Merci de votre fidélité sur nos antennes. Toutes nos excuses, puisque on ne pourra pas continuer ce débat, puisqu'on a eu quelques petits pépins techniques ce matin. Mais quand même, on vous rappelle que les docteurs Mukwege, prix Nobel de la paix, a même parlé que si la MONUSCO n'a pas fait grand-chose, la situation risque d'être pire si le casque bleu parte maintenant. Ça, on allait quand même discuter sur la sécurité. Ils ont quitté Walikale, il y a la paix. Donc, il y a même l'artiste musicien Alpha Blondy qui a proposé une chanson pour les départs de la MONUSCO en République démocratique du Congo. On se pose la question si les musiciens congolais devraient-ils emboîter les pas. Donc c'est un peu le sujet que nous allons débattre peut-être la semaine prochaine. Mais merci à vous, Maître Steve Kivuata, de votre présence ce matin. Merci également à vous, Monsieur Félix Kaimi, qui représente l'UDPS ce matin. Nous disons merci à Serge Kaloubi, qui est venu, un analyste politique ce matin, pour répondre facilement à l'invitation. Aussi Nicofan Bikaï, merci aussi également. Merci beaucoup. Et surtout pour le reçu. Malheureusement, vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas entendu.